Mapéra des Grands Lacs. Dans un petit village du Pas-de-Calais, à Dury, vivait une famille de cultivateurs, les Lourdel. Elle se composait du père, de la mère, d'une tante et de 4 fils. Tous, parents et enfants, étaient de très honnêtes gens et d'excellents chrétiens. Mais 2 des fils se distinguaient par leur piété. Ernest, le cadet, et Siméon le plus jeune. Leur distraction préférée était de bâtir avec des matériaux de fortune des hôtels toujours plus beaux. Aussi, lorsque Ernest annonça son désir d'entrer au séminaire, personne n'en fut surpris, et la maman qui, bien souvent, avait demandé à Dieu de se réserver un de ses fils, en fut tout émue et heureuse. Siméon déclara qu'il voulait suivre son aîné. Avait-il aussi la vocation ? Il était encore bien jeune pour qu'on puisse le dire. Monsieur Lourdel conduisit ses fils au petit séminaire d'Arras en disant au supérieur : « Je vous les amène pour Dieu. » Si Ernest se montra dès le début un excellent élève, il n'en était pas de même de Siméon, fantasque, peu attentif, indiscipliné. Plus d'une fois, il fut réprimandé par ses maîtres, à qui il présentait des devoirs bâclés. Pendant les vacances, il préférait suivre son père dans les champs et laisser au fond d'un tiroir le cahier de devoirs de vacances. Une année même, il oublia, volontairement ou non, la date de la rentrée d'octobre et resta à Dury. Il est vrai que, cette fois-là, il avait quelques excuses. Ernest venait d'être ordonné prêtre et les 2 autres frères, Valérie et Clément, avaient été mobilisés car on était au début de la guerre de 1870. Il n'y avait donc plus que Siméon pour aider le père qui commençait à vieillir. Il se mit de bon cœur à cette tâche qui lui plaisait et ne voulut pas quitter le village avant que la moisson et les battages soient terminés, ainsi que la récolte des légumes. C'est donc au début de décembre seulement qu'il se présenta au petit séminaire. Le supérieur, qui se souvenait de ses précédentes incartades, trouva que ce retard comblait la mesure. Il ne voulut admettre aucune excuse et renvoya le jeune homme chez lui. Siméon allait-il renoncer ? Au contraire, il eut tant de chagrin de ne pas pouvoir persévérer qu'il resta plusieurs jours sans manger, répétant au milieu de ses larmes : « Je veux être prêtre, je veux être prêtre !» Devant cette volonté bien arrêtée, ses parents lui firent continuer ses études au collège Saint-Bertin à Saint-Omer, puis à celui de Montreuil, et il rattrapa ses camarades au grand séminaire. La leçon avait porté. Il avait compris la nécessité du travail et de la discipline, et on n'eut plus de reproches à lui adresser. Monsieur et madame Lourdel se réjouissaient déjà à l'idée de voir 2 de leurs enfants exercer leur ministère dans les paroisses environnantes. L'abbé Ernest Lourdel était curé de Livaussard, village du diocèse d'Arras, mais depuis longtemps, il se sentait appelé à une vocation plus haute encore. Au cours d'une retraite à la Chartreuse de Montreuil, il décida d'y rester, séance tenante, sans même retourner dans sa paroisse, ni dire adieu aux siens. Bien des gens le critiquèrent. « Laissez-les dire », écrivait Siméon à ses parents, « et remerciez le bon Dieu d'avoir donné une telle vocation à votre fils. » Lui-même allait leur demander un sacrifice plus grand encore. Tout enfant, il avait dit son désir d'aller en mission. À plusieurs reprises, au cours de ses années de séminaire, il en avait reparlé. « Tu es trop jeune pour te décider », lui répondait-on. Il était depuis quelques mois au grand séminaire, quand un religieux des Pères Blancs vint y faire une conférence. Le récit des épreuves des premiers fils du cardinal Lavigérie émut tous les jeunes auditeurs. Pour l'abbé Lourdel, ce fut l'indication de la Providence. « Je serai missionnaire », décida-t-il. « Je serai Père Blanc. » 2 de ses condisciples prirent la même résolution
et partir immédiatement. Quant à lui, il s'imposa un temps de réflexion supplémentaire. Il voulait aussi préparer ses parents à la séparation et leur annonça : « Avant 1 an, j'aurai quitté l'Europe. Je n'ai plus aucun doute sur ma vocation. Dieu m'appelle en Afrique. Je ne peux rester sourd à sa voix. » Monsieur et Madame Lourdel étaient trop chrétiens et trop généreux pour refuser d'unir leur sacrifice à celui de leur enfant. « Seigneur, vous nous l'aviez donné, » répétaient-ils dans leur prière. « Merci de le prendre à votre service. » Cependant, le moment des adieux vint trop vite, et il fut d'autant plus douloureux que Madame Lourdel était très malade. S'arrachant aux bras de sa mère en larmes, le futur missionnaire lui présenta son crucifix. « Maman, voilà celui qui vous consolera. » C'est à Marseille qu'il devait, avec quelques autres, quitter la France. Là, comme tous les missionnaires en partance, il va prier Notre-Dame de la Garde de bénir son apostolat sur cette terre d'Afrique que le pape a spécialement confiée au Père Blanc. La traversée n'était pas, alors, aussi rapide que de nos jours. Le mauvais temps s'en mêla, si bien que, pendant 42 heures, les voyageurs furent durement secoués. Bien que malade, Siméon garda sa bonne humeur. Enfin, voici Alger et Maison Carrée, la maison mère des Pères Blancs. Le fondateur lui-même, Monseigneur Lavigérie, accueille le futur religieux, et c'est là aussi que, 3 ans après son arrivée, le 2 avril 1877, l'ancien petit paysan de Dury est ordonné prêtre. Le voilà prêt à se donner tout entier, jusqu'au martyre s'il le faut. « Vous savez quelle grâce vous devez demander pour moi, » écrit-il à un ami. « Je porte un habit blanc. Eh bien, qu'il devienne rouge par mon sang versé. » En 1875, pour la première fois, 3 pères blancs avaient quitté Maison Carrée pour traverser le Sahara et pénétrer au Soudan, mais les Touaregs qui s'étaient proposés comme guides les attirèrent dans un piège et tous 3 furent massacrés. Quand la nouvelle parvint à la maison mère, malgré le chagrin de tous, on chanta un Te Deum d'action de grâce pour remercier Dieu de la gloire du martyre qu'il avait accordé à la jeune congrégation dès ses débuts. Le jeune frère Lourdel avait regretté de n'avoir pu, n'étant pas encore prêtre à cette époque, se joindre à la caravane. Dès son ordination, il supplie ses supérieurs de le désigner pour les postes les plus avancés. Après un court séjour au petit séminaire de Notre-Dame d'Afrique, où il s'occupe d'un groupe d'enfants arabes, et un autre à Metlili, en plein Sahara, il revient à Alger et quelques jours plus tard s'embarque pour Marseille. Aurait-il renoncé à l'Afrique ? Bien au contraire, et s'il est si heureux, c'est qu'il part pour la région des Grands Lacs. Il ne fait que toucher Bar en France, le bateau qui doit l'emmener, le Yangtze, devant partir de Marseille. L'embarquement a lieu le jour de Pâques 1878. Dès ce moment, le jeune père a le pressentiment qu'il ne vivra pas longtemps. Il fait son testament et écrit à un ami : « Dans 1 an peut-être serai-je mort, ou tout au plus dans quelques années. » Loin de l'attrister, cette perspective le réjouit. Le voyage commence de façon très pénible, car la chaleur est accablante, surtout à la traversée de la mer Rouge. Une courte escale dans l'île verdoyante de Zanzibar permet aux voyageurs de reprendre leur haleine. Ils sont reçus fraternellement par un père du Saint-Esprit, préfet apostolique de l'île, et font une visite de courtoisie au sultan de Zanzibar, un puissant personnage, avant de reprendre la mer pour le port de Bagamoyo. Là, il faut organiser la caravane, et ce n'est pas une petite affaire. Les voyageurs emportent des quantités impressionnantes de bagages. Non seulement il leur faut des vivres et des médicaments, mais aussi des ballots et des ballots d'objets les plus divers. Perles et bijoux de verroterie, carabines,
sel, étoffes, qui serviront de monnaie d'échange et permettront de payer le droit de passage exigé par les petits rois indigènes dont il faudra traverser les territoires. Pour tous ces colis, il faut des porteurs. 300 sont nécessaires pour charger les 10 000 kilos de bagages. Des soldats sont aussi engagés. Ce sont des indigènes armés d'un mousquet. Enfin, quelques ânes complètent le groupe et dès les premiers jours, ils en font voir de toutes les couleurs aux missionnaires. Ils refusent de traverser une rivière. On les jette à l'eau, mais là, ils s'embourbent si bien que le père Lourdel doit aller à leur secours. Il faudra des mois et des mois aux missionnaires pour achever leur voyage, et dans quelles conditions? Marche harassante, à travers des marécages, ou par des sentiers à peine défrichés, supplice des moustiques, des fourmis, disputes continuelles entre les porteurs et les soldats chargés d'assurer l'ordre, et qui, en réalité, sèment le désordre et, au moindre danger, se sauvent dans la brousse, laissant les voyageurs se débrouiller comme ils peuvent avec les pillards. Le soir, après une étape épuisante, qui a demandé des heures d'effort et n'a rapproché le but que de quelques kilomètres, les missionnaires doivent s'occuper du campement, faire dresser les tentes, rassembler tout leur monde, veiller au ravitaillement de chacun, souvent écouter les plaintes des uns et des autres et s'efforcer de mettre la paix. Trop fatigués pour trouver le sommeil, ils entendent dans la nuit le rugissement des fauves qui rôdent. Le lendemain, dès l'aube, il faut plier bagages et reprendre la route. Parfois, le voyage est interrompu sur l'ordre d'un chef indigène qui arrête la caravane et ne la laissera repartir que contre des cadeaux exorbitants. On doit discuter pendant des heures et finalement céder. Que faire d'autre? Hommes et bagages sont à la merci de ces chefs de tribus qui ont pris l'habitude de rançonner d'abord les trafiquants d'esclaves, traversant leur territoire, puis tous les voyageurs. Mais l'ennemi le plus terrible est encore le climat. À la fois chaud et humide, il est très difficilement supporté par les Européens. La fièvre les abat, une fièvre affreuse qui provoque des maux de tête atroces, fait délirer le malade et le prive de toutes ses forces. Tour à tour, les missionnaires sont atteints. Les plus malades sont transportés en hamac, car il ne peut être question de faire halte pour les laisser se reposer, même un seul jour. À mesure que les jours passent, les forces diminuent. Le 19 août, le père Pascal, gravement malade depuis plusieurs jours déjà, meurt, en offrant sa vie pour cette mission dont il avait tant rêvé et qu'il n'atteindrait pas. Ses confrères, après un dernier adieu, le laissent dans la forêt sous une simple petite croix de bois. Peu après, ils atteignent Tabora, centre d'une certaine importance. Ils y passent quelque temps, se soignant les uns les autres et s'estimant heureux de n'être pas trop malades tous en même temps. Puis, ils reprennent leur route, mais en deux groupes différents, car, à Tabora, leurs chemins se séparent. Le père Lourdel, avec son supérieur, le père Livaak, deux autres pères et un frère, continuent vers le lac Nyanza qu'ils abordent par le sud. Mais c'est de l'autre côté, en Ouganda, qu'ils souhaitent s'établir chez le roi Tessa. « Si vous le permettez, dit le père Lourdel au père Livaak, je vais traverser le lac avec le frère Amance et j'irai en ambassade près du roi. » De tous les membres de la caravane, le père Lourdel est celui qui parle le mieux le Kiswahili, langage très répandu dans toute l'Afrique centrale. Il est donc normal qu'il soit envoyé en éclaireur. Le 20 janvier 1879, il part avec le frère Amance pour traverser le lac Nyanza. Traverser, c'est une façon de parler, car leur embarcation est en si mauvais état qu'il ne peut être question de la lancer au large. Il faut se contenter de longer les rives. On fait halte chaque soir. Dans ces conditions, on ne saurait aller vite,
et il faut presque 1 mois aux navigateurs pour atteindre Rubaga, la capitale du roi Tessa. Ils y sont reçus avec quelque méfiance, sévèrement gardés dans une case étroite, laissés presque sans nourriture. Ils se demandent quel sort les attend. Un Européen, l'Anglais protestant Mackay, est établi à Rubaga depuis plusieurs années. Le père Lourdel pense qu'il trouvera en lui un allié et le charge de présenter sa demande au roi. L'idée n'est pas fameuse. Mackay, au lieu de s'acquitter honnêtement de sa mission, présente les Français comme des hommes dangereux, venus pour tuer le roi. Le fourbe ignorait que le père Lourdel connaît assez de Kiswahili pour comprendre ces mensonges. Il est indigné. « Si c'est ainsi que vous traduisez mes paroles, taisez-vous. Je préfère me passer d'interprète. » Et tant bien que mal, il explique à Tessa qu'il ne lui veut aucun mal et demande l'autorisation de faire venir ses confrères. Le roi, qui n'a pas grande confiance en Mackay, décide de faire une enquête plus approfondie. Il s'adresse à Toli, un noir de Zanzibar, qui a eu jadis l'occasion d'accompagner son sultan en France. Toli remet énergiquement les choses au point, affirme que Mackay a menti et que les missionnaires français sont très bons. Tessa, rassurée, accepte les présents du père Lourdel et lui dit « Tu peux rester dans mon royaume et dire à tes frères de venir. Tessa sera heureux de les recevoir. » Pour aller annoncer cette bonne nouvelle au petit groupe resté sur l'autre rive, il n'est pas question de reprendre la barque qui s'est disloquée dès l'arrivée. Tessa, qui ne fait pas les choses à moitié, met à la disposition de ses nouveaux hôtes une embarcation solide et des rameurs. Le frère Amance les accompagne tandis que le père Lourdel, malgré son impatience de revoir ses confrères, décide de rester à Rubaga afin d'entretenir par de fréquentes visites les bonnes dispositions du roi. Quelle joie pour le père Livinhac et ses compagnons de voir arriver ceux qui viennent les chercher. Depuis plus de 4 mois, ils étaient sans nouvelles du père Lourdel et du frère Amance et les croyaient au fond du lac. Cette fois, la traversée est plus facile et plus rapide. Les missionnaires sont heureux de se trouver réunis après toutes ces inquiétudes. Ils se consacrent de nouveau à la Sainte Vierge ainsi que la future mission et proclament Marie, reine de l'Ouganda. En attendant la venue de ses confrères, le père Lourdel n'avait pas perdu son temps. Il avait su gagner l'amitié de Tessa, qui voulait le voir chaque jour, et répétait à qui voulait l'entendre « Mackay est un fourbe, il n'a pas la vérité. C'est Mapera qui nous instruira. » Mapera, déformation des mots « mon père », tel est le surnom donné par le roi au père Lourdel et qui lui restera en Ouganda. Dès le lendemain de leur arrivée, il obtient pour ses confrères une audience solennelle. Elle a lieu en présence des dignitaires de la cour en grande tenue. Le Premier ministre arbore fièrement son insigne des grands jours, une superbe cravate bleue provenant sans doute d'un fonds de magasin de France. Les pères étalent leurs cadeaux devant le roi. Il y a là des casques, des képis, des sabres, des boutons dorés, des étoffes précieuses, des perles. Le souverain se montre très satisfait de tous ces présents. Il ne veut pas être en reste. Il annonce qu'il offre 30 bœufs aux arrivants. C'est là un cadeau royal, certes, mais ce que les pères désirent surtout, c'est l'autorisation de s'installer en Ouganda et d'y faire connaître leur religion. Cette permission leur est accordée et le roi leur donne même des matériaux de construction et des ouvriers. Le père Barbeau s'improvise architecte et fait le plan d'un bâtiment très simple, mais qui émerveille les indigènes. D'un côté la chapelle, de l'autre le logement des missionnaires. Pendant que le travail de construction se poursuit,
le père Lourdel commence à faire le catéchisme et ses élèves ne sont autres que le roi lui-même et son entourage. Tessa s'intéresse beaucoup aux questions religieuses. Il est surtout émerveillé par la description du bonheur du ciel. « Parle-moi encore du paradis », réclame-t-il à chaque visite. Le père sait que les Noirs sont de grands enfants. Il émaille ses leçons de récits et d'anecdotes et même parfois de récréations improvisées. C'est ainsi qu'un jour, il apporte un accordéon et en joue devant le roi enthousiasmé, qui veut aussitôt posséder cet instrument et apprendre à s'en servir. Voilà donc le père Lourdel, devenu professeur d'accordéon. Il entreprend encore une autre tâche imprévue. Il rédige un dictionnaire et une grammaire en langue rouganda qui est celle du peuple. Quelle patience il lui faut pour mener à bien ce travail. Le résultat facilitera la tâche des missionnaires et leur contact avec les Noirs. Et ce n'est pas tout. Tessa a une telle confiance en son nouvel ami que c'est Mapera qui l'envoie chercher quand il est malade. Par chance, le père Lourdel est un excellent infirmier et il parvient à soulager les malaises de son illustre client. Pourtant, au cours d'une maladie plus grave, les grands persuadent leur maître qu'il doit recourir au génie.